So please, we are going to move straight away to our next panel discussion. And our next panel discussion is going to be focused on investment funds and corporate governance. So we are going to be looking at the trends and best practice. So, and we would like to call on Dr. Marian Ben Salah. He's the professor of finance for the University of Kent. Thank you so much. Thank you, ma'am. Mr. Mustafa Ibrahim, please. Yes, please, put your hands together for them as they come up. Thank you so much. We also like to call on Mr. Jean-Marc Savy. He's a co-founder and managing partner with Adiwale Partners. And our moderator for this panel is going to be Mr. Malik, who is also the managing partner for M3T. Take your seats. Thank you so much. And please remember, our discussion is going to be focused on investment funds and corporate governance. So we are going to be looking at the trends and best practice. Thank you so much, and over to you, sir. Thank you very much for your presentation. Alors, j'ai l'honneur de vous parler, de vous briefer et de vous tenir en haleine malgré le déjeuner qui fut extrêmement copieux, je pense. J'ai donc l'honneur et la diligence de vous parler des fonds d'investissement et gouvernance des entreprises en portefeuille, questions, tendances et perspectives. Je ne suis que le modérateur, je suis entouré de deux invités prestigieux. Malheureusement, le troisième invité a dû s'excuser. Mais je ne doute pas qu'avec la qualité des deux intervenants, nous allons réussir tant bien que mal à vous éclairer, à vous intéresser sur le sujet. Les présentations ont été faites, mais il serait bon que les deux intervenants se présentent encore un peu plus en longueur, de manière individuelle. Honneur aux dames. Bonjour à tous, je suis Mariam Ben Salah, je suis docteur en finance et maître de conférence à l'université de Caen en France, en Normandie. Je donne mes cours entre Caen et Paris, à l'université Paris-Dauphine, et je fais à l'occasion quelques missions de conseil aux entreprises. Je vais m'arrêter là. Je m'intéresse à la gouvernance d'entreprise et la relation entre la gouvernance et la valeur. Myriam est très modeste, hein. Je pense que vous faites beaucoup plus, mais on va se contenter, bien entendu, de ce que vous avez dit. Monsieur. Merci. Merci Malik. Je suis Jean-Marc Savy de Tové, je suis capital investisseur. Je travaille pour une structure qui s'appelle Adiwale Partners. On a un fonds de 60 millions d'euros, on est basé à Abidjan et on déploie le capital sur l'UMOA essentiellement. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors comme nous l'avons vu déjà lors des différents panels qui nous ont précédés, il faut noter que dans les pays de l'UMOA, les différents instruments de financement dont disposent les entreprises sont essentiellement les fonds propres, bien entendu, le crédit bancaire et quelquefois les levées de fonds sur les marchés financiers, via la bourse également. Aujourd'hui, d'autres alternatives innovantes comme le private equity, capital investissement en français, s'offrent à ces entreprises aux côtés du système bancaire, des systèmes financiers décentralisés et de la bourse. Toutefois, en matière de gouvernance, les gestionnaires de fonds de capital investissement actifs en Afrique sont soumis à des règles multiples et renforcées. Tout d'abord, il est fréquent que le fonds ou la société de gestion soit basé en Europe, France, Luxembourg et dans une moindre mesure Malte ou Chypre. Ainsi, les règles de gouvernance édictées par les directives internationales s'imposent de plein droit, comme pour tout autre fonds actif en Europe. Ces règles viennent s'ajouter aux règles nationales en matière de gestion financière et en matière des impôts. On a eu l'intervention du DG des impôts ce matin. Sans oublier le droit commun des sociétés en vigueur dans ces pays. Ici, c'est l'OHADA.
Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons souhaiter avoir des informations sur les changements observés dans la gouvernance d'une entreprise ayant un fonds de capital investissement à son capital. Et bien entendu, avoir des éclaircissements sur le fonctionnement des fonds de capital investissement. Et pour cette première question, je me tourne vers Jean-Marc, qui est notre spécialiste de ce panel. Oui, spécialiste. La question, c'était comment fonctionnent les fonds d'investissement, c'est ça, de capital investissement? C'est bien ça. Comment fonctionnent les fonds de capital investissement en matière de sélection des cibles et en matière de timing pour leur entrée, en sachant qu'on a entendu parler d'amorçage, de développement, etc. Et éventuellement, dans le cas de ta structure, Adiwale, quelles sont vos cibles et quels sont éventuellement votre timing d'entrée? D'accord. Je vais peut-être commencer par Adiwale Partners et ce qu'on fait. Alors, nous, on accompagne des entrepreneurs qui sont ambitieux. Et c'est très important d'insister sur le mot ambitieux. Parce que notre industrie est une industrie qui, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas une industrie qui a bien performé dans notre région. Juste, c'est l'avantage de l'âge. Une petite rétrospective, c'est que quand vous regardez le début des années 2000 jusqu'à 2005, il y a 2 acteurs en Côte d'Ivoire. 2006, il y en a 3. Aujourd'hui, il y en a 25. Quand vous regardez le volume des investissements, ils ont à peine augmenté. Il y a 25 équipes sur la place d'Abidjan, avec des équipes entre 1 et, disons, 10 personnes. D'accord? L'équipe la plus grosse de private equity a probablement 10 personnes. Et c'est nous, en fait. Pourquoi c'est nous? C'est juste parce qu'on est indigène, on vient d'ici. On a créé une structure à partir d'Abidjan pour développer cette classe d'actifs à partir d'ici. Que faisons-nous? On accompagne des gens ambitieux qui veulent doubler, tripler, quadrupler la taille de leur entreprise sur un espace de temps relativement réduit. Et généralement, c'est 5-6 ans qu'on passe avec eux. Donc, notre activité, c'est de vous accompagner avec de l'argent, d'abord, mais surtout, et c'est ce que les gens oublient, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a de gros débats sur la banque versus le private equity, etc. On est quasiment le seul endroit au monde où on a ce type de débat. Pourquoi? Parce que, effectivement, nous, acteurs du private equity, on n'a pas fait assez d'éducation du marché pour que le marché comprenne ce qu'on est en train de faire. Alors, on rentre dans une entreprise avec de l'argent, mais surtout avec des outils. Et le but du jeu de ces outils-là, c'est quoi? C'est structurer l'entreprise, faire en sorte qu'elle se développe beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait sans nous. C'est ça notre valeur ajoutée. Il y a beaucoup de documentation sur Internet et ailleurs, je crois que Myriam le confirmera, sur le fait que ce que le private equity apporte en premier, c'est la gouvernance. Mais pourquoi est-ce que la gouvernance est importante? Il s'agit de faire en sorte que l'entreprise ait moins d'à-coups, qu'elle ait moins de sujets qu'elle n'a pas anticipés, et qu'elle ait, et c'est ça le plus important, les bonnes personnes à la bonne place. C'est ça notre métier. D'accord. Alors, on entend souvent parler de comités spécialisés, de séparation des tâches, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Ce que nous faisons lorsque nous rentrons dans une entreprise, c'est de voir, en faisant nos diligences sur l'entreprise, c'est-à-dire qu'on travaille à comprendre exactement si ce qu'elle nous a vendu, sur les quelques semaines, voire quelques mois qu'on a déjà passé ensemble, ça se tient. Donc on fait des diligences pour confirmer effectivement ce qu'on nous a déjà dit. Alors, on récupère les résultats de ces diligences qu'on partage avec les entreprises. Pourquoi on le fait? L'idée est de pouvoir dire à l'entreprise qu'on va financer ce qu'elle fait de bien et ce qu'elle fait de moins bien. Et donc, effectivement,
la partie gouvernance est importante. Qu'est-ce qu'on veut en gouvernance? On veut juste avoir un secrétariat juridique qui marche bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on rentre dans l'entreprise et que le conseil d'administration de l'entreprise décide de quelque chose, on veut s'assurer que ce qui a été décidé est exécuté. Donc on l'écrit, on le note, on crée effectivement des comités spécialisés. Il peut y avoir un comité stratégique par exemple. Nous, Fonds de Private Equity, on le fait beaucoup pour pouvoir faire tourner les ménages avec l'entreprise et décider de stratégie, etc. On peut effectivement créer un comité d'audit ou de finance, ça dépend des boîtes, ils le font différemment, pour s'assurer que les que nous avons sont des comptes qui effectivement sont des comptes droits, hein, qui correspondent à ce que la boîte nous vend. On peut effectivement créer par exemple des comités de rémunération. Nous par exemple on le fait très peu. On a une seule boîte en portefeuille aujourd'hui où, parce qu'effectivement les sujets de rémunération sont très complexes, on a décidé de créer un comité de rémunération pour s'assurer effectivement que ce sont les bonnes décisions qu'on prend et surtout qu'on met les bonnes incentives pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise. C'est des OP, c'est des intéressements long terme, c'est des choses de ce type-là. Mais je voudrais insister, ce n'est pas que ça, la gouvernance. La gouvernance, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord les bonnes personnes à la bonne place. Une entreprise qui se développe, qui grossit très vite, qui double de taille en un an, qui a un directeur financier qui n'est pas à la hauteur, c'est déjà pas de la bonne gouvernance. Parce qu'il ne sera pas capable d'intégrer les informations qui viennent à lui pour planifier, anticiper pour le futur. Et il devient comment on dit ça, un bottleneck, il devient un goulot d'étranglement à l'évolution de sa propre entreprise. La gouvernance commence par le fait d'avoir de bonnes personnes à la bonne place. Ensuite, la gouvernance, c'est des pratiques. Les pratiques, c'est des process. Et c'est de s'assurer que la structure organisationnelle et les process marchent bien ensemble au point que les résultats soient les plus efficaces possibles. C'est ça la gouvernance. Merci beaucoup Jean-Marc, mais je ne vais pas te laisser partir aussitôt. Dans mes lectures, j'ai entendu parler également, hein, parce que bon, de temps en temps, je vais sur Internet, et j'ai entendu parler de pacte d'actionnaires, et qui se situerait éventuellement en amont de tout ça. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire si un bon pacte d'actionnaires ou d'actionnariat permet éventuellement de régler ces problèmes de gouvernance? Tu m'as eu là, parce que je pensais que les premières questions étaient pour Myriam, et puis moi je propose entre-temps, mais bon. Alors, le pacte d'actionnaires, c'est quoi? Je parlais de diligence tout à l'heure et du fait d'échanger sur ce que la boîte fait de bien et ce qu'elle ne fait pas de bien. Le pacte d'actionnaires, c'est un document plus ou moins complexe. Il peut être très très simple aussi, qui permet aux futurs partenaires de juste décider de leur fonctionnement de tous les jours. Comment nous allons fonctionner ensemble? Est-ce que, par exemple, nous à Diwali Partners, via notre premier fonds, nous ne faisons que des investissements minoritaires, donc on est minoritaire auprès de quelqu'un qui a son entreprise, on veut s'assurer qu'il ne fait pas de bêtises avec l'argent qu'on aura investi. On va y mettre un certain nombre de clauses, parfois c'est des vétos sur certaines décisions, d'accord? La décision d'ouvrir le capital de l'entreprise, la décision de céder certains actifs d'une certaine taille, etc., etc. Mais la plupart des clauses ne sont pas des clauses, je dirais, restrictives, mais ce sont des clauses qui permettent de gérer au mieux la relation dans la durée. Et elles disent, écoutez, si on a tel problème, voilà comment on pourra le régler. Si on a tel problème, voilà comment on pourra le régler. C'est ce à quoi sert en gros le pacte d'actionnaires. Et encore merci Jean-Marc pour cette première question. Docteur Ben Salah, Myriam, cette deuxième question s'adresse à toi. Alors, en termes de gouvernance, c'est une question sur la gouvernance toujours, l'amélioration de la gouvernance apporte-t-elle une meilleure performance de l'entreprise et une augmentation de sa valeur? On a parlé tout à l'heure de création de valeur.
Si vous pouvez nous en dire un mot. Oui, si on revient aux fondamentaux, comment est-ce qu'on calcule la valeur d'une entreprise? Elle se calcule par l'actualisation de ses revenus futurs. Et donc, c'est très important que ces revenus futurs soient importants et soient conséquents pour que sa valeur soit élevée. Et plus les revenus augmentent, et plus la valeur augmente. C'est ça le lien. En théorie d'agence, on admet que la valeur de l'entreprise est maximisée lorsque l'entrepreneur finance la totalité de son affaire. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas ménager ses efforts. Il assume la totalité des risques et il a beaucoup à perdre. Donc il va travailler jour et nuit, il ne va pas prendre de vacances, il va parfois ne pas s'accorder de salaire, pas de week-end. Bref, son entreprise, son affaire va être son bébé, son obsession, il va travailler que pour ça. Dès qu'il y a des financeurs autres que l'entrepreneur dans l'entreprise, la théorie d'agence nous dit que l'effort baisse parce que le risque n'est pas aussi important. Donc, puisque le dirigeant baisse d'effort, nécessairement les flux futurs vont baisser et donc la valeur va baisser. Et donc la théorie d'agence nous dit qu'il y a deux sortes de conflits d'intérêts qui créent des coûts d'agence qui vont venir baisser la valeur de l'entreprise. Il y a la relation qui lie le dirigeant aux autres actionnaires qui va définir les coûts d'agence des fonds propres. Et il y a la relation qui lie le dirigeant actionnaire avec les créanciers qui va définir des coûts d'agence de dette. Les deux ont des solutions différentes. Le problème de l'intervention des entreprises de capital investissement dans le financement d'une entreprise, c'est on peut se dire a priori ce sont des actionnaires, donc on est dans les problèmes de coûts d'agence des fonds propres. C'est vrai, sauf que les sociétés de capital investissement rentrent dans le capital d'une entreprise pour une date limitée dans le temps. Donc ça les rend presque comme des banquiers. Parce qu'un actionnaire, quand il rentre dans une société, surtout quand elle n'est pas cotée, les banquiers ne vont pas être contents, hein, parce que les banquiers ont je vais pas dire de mal. On parlait d'accompagnement. Je vais dire de mal de personne. Non, je ne dirai de mal de personne. Mais la question est la suivante, est-ce qu'on a affaire à des partenaires actionnaires qui, donc, quand la société n'est pas cotée, un actionnaire normalement rentre, il est associé pour une durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas pour la société de capital investissement, donc qui finance pour une durée déterminée, qui au bout de 5-6 ans, comme tu l'as dit Jean-Marc, veut revendre ses parts et se désengager, partir, et elle n'est plus actionnaire. Donc en théorie, on est un peu embêté. Est-ce qu'on a affaire à la première catégorie de problèmes ou à la deuxième, ou aux deux? Donc la question elle n'est pas tranchée, et je crois que ce qui tranche la question, c'est précisément le pacte d'actionnaires dont tu parlais tout à l'heure. C'est donc le contrat qui va lier justement les sociétés de capital investissement avec l'équipe dirigeante et les actionnaires qui sont en place, et qui va déterminer à quel type de coût on a affaire. Et tout ce qui est mis en place, tout ce que tu as dit comme gouvernance, éléments de gouvernance, c'est fait pour faire baisser justement ces coûts d'agence, et plus on fait baisser les coûts d'agence, et plus la valeur de l'entreprise est maximisée. Donc effectivement, la gouvernance, elle est essentielle dans la maximisation de la valeur de l'entreprise. Ouais. Merci beaucoup Myriam. Mais quels sont concrètement les blocages auxquels peuvent être confrontées les entreprises dans leur interaction avec un fonds de capital et investissement? Peut-être Jean-Marc également peut intervenir. Oui, les blocages, il y en a beaucoup. Myriam, aide-moi si j'en oublie. La réalité, c'est que, moi j'aime bien ce comparable-là, c'est que l'entrepreneur, et j'en suis un aussi, juste que c'est dans la finance, hein, l'entrepreneur voit son entreprise comme son bébé. Et l'idée que quelqu'un d'autre rentre à son capital, ou l'idée effectivement de vendre son entreprise, n'est pas quelque chose de toujours absolument acceptable pour l'entrepreneur. Alors, ce qui l'embête le plus,
C'est le fait de se retrouver avec quelqu'un. Il a une bonne tête, il est gentil, etc. Très bien. Mais il me dit en arrivant, ben, tu ne peux plus récupérer de la thune dans ta boîte comme tu le faisais avant. Il me dit, l'argent qui est investi va servir essentiellement, voire exclusivement, à ceci. Il me dit, tous les mois, je dois lui dire combien j'ai fait de chiffre d'affaires, combien j'ai fait de volume, combien j'ai de backlog en termes de clientèle, etc. Tous les trimestres, je dois lui donner un compte de résultat, un bilan et puis un cash flow. Je dois lui faire de la littérature pour lui dire comment ça s'est passé, comment ça va se passer. Pour un entrepreneur qui n'a jamais vécu l'institutionnalisation, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a plein de toolkits, plein de petites fiches, plein de petits sujets en interne pour aider nos entrepreneurs selon le niveau qu'ils ont atteint à essayer de faire ce saut qualitatif. Mais pourquoi le saut qualitatif est important? C'est peut-être ça le sujet qu'on ne discute pas assez lorsque nous parlons de capital investissement avec les entreprises que nous accompagnons ou que nous voulons accompagner. Le saut qualitatif permet de pérenniser l'entreprise. Il n'est pas normal que l'on ait une entreprise qui grossisse. Et il y en a plein. J'ai des exemples ici à Abidjan qui font 10, 15, 20 milliards, 40 milliards de chiffre d'affaires, 60 millions d'euros. Et parce que le dirigeant, fondateur historique, tombe malade, parce qu'il est fatigué physiquement, ce qui est quand même quelque chose qu'on sait qui va arriver dans la vie, eh bien, l'entreprise périclite. C'est en cela qu'il est important de trouver une solution pour le développement de son entreprise pour qu'elle puisse être pérenne. C'est normal que nos entreprises puissent nous survivre. Mais ce n'est pas quelque chose qui, je dirais presque dans nos cultures locales, nous gérons. Nous pensons invincibles, immortels presque. Et il y a beaucoup d'entreprises que nous voyons autour de nous qui finissent très mal juste pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Il est fondamental d'institutionnaliser. Il est fondamental de trouver des solutions à son équation patrimoniale. Je veux que ce soit mes filles qui me remplacent, mais pour qu'elles puissent me remplacer et puissent faire du meilleur boulot que moi, parce que l'entreprise devra continuer de croître, eh bien, mes filles devront être meilleures que moi. Donc il faudra qu'elles fassent leur classe. Il y a un ou deux exemples sur la place d'Abidjan où on a réussi cela. Par exemple, Sébastien. On en parlera tout à l'heure, si tu le veux bien, en termes d'exemples réussis. Avant ça, on va... Oui, bien sûr, si... oui, je voulais juste compléter ce que tu disais. En effet, je pense que les blocages les plus importants et ce qui risque de faire bloquer précisément, c'est l'humain. C'est-à-dire que l'arrivée d'une société de capital investissement, comme elle va... c'est-à-dire l'entrepreneur, il a une ambition, comme tu as dit. Il a une idée qu'il pense être géniale et il n'a pas les moyens de la mettre en place. Mais il a une vision à peu près correcte de où il veut aller. La société de capital investissement, elle va lui donner une feuille de route très précise avec des indicateurs de performance à réaliser de manière concrète. Et ça va passer par tout un tas d'aménagements nouveaux, y compris dans l'équipe de toute l'entreprise en fait. Donc l'arrivée du capital investisseur dans l'entreprise va apporter du stress à tout le monde. Pas seulement l'entrepreneur, mais toutes les équipes de l'entrepreneur, tous ceux qui fonctionnent avec lui, parce qu'il va y avoir des réaménagements, des réorganisations, des recrutements, comme tu viens de dire, évidemment, pour avoir les personnes clés pour faire les choses qu'on a besoin de faire rapidement. Cette cadence-là de faire de la création de valeur rapide aussi va apporter du stress à l'entreprise si elle existait déjà. Et l'entrepreneur, il doit faire croître très rapidement son entreprise, suivre une feuille de route qui lui est imposée et qui est très challengeante. Oui, d'accord, elle n'est pas imposée, mais
Ok. On est toujours dans il la est d'accord, a collaboration. priori, il est d'accord, mais en général, dans la mise en œuvre, il se rend compte que quand même c'est très ambitieux et qu'elle n'est pas évidente. Voilà, on met la barre un peu haute quand même. Il doit tenir le coup d'abord, lui, face à ce stress-là. Il doit gérer ses équipes qui ne sont pas toujours contentes de changer de bureau, de changer de partenaire de travail, etc., de changer même de tâches quotidiennes. Et s'il y a en plus un LBO, il a en face de lui des banquiers qu'il doit satisfaire parce qu'il doit augmenter les cash flows de manière très importante pour pouvoir distribuer des dividendes à la NewCo. Donc, ce sont des qualités de super-héros, en réalité. Ou alors d'une mère de famille, d'une femme moderne. Tout à fait, on n'en doute pas. Les hommes ordinaires ne sont pas... On n'en doute pas. En général, c'est un peu compliqué. Je fais exprès pour réveiller. C'est bien ça. Nous avons bien entendu vu l'avantage. Voilà. Vous avez bien montré l'avantage d'avoir un fonds d'investissement dans la gouvernance, dans la création de valeur et également l'amélioration de la performance de l'entreprise. Bien entendu, ça s'accompagne de certaines obligations donc d'institutionnaliser certains process, et notamment la publication des résultats, peut-être mensuels, trimestriels ou semestriels. Ça me fait, je fais le parallèle avec le monde de la bourse, où également il y a des contraintes liées à la véhiculation donc, de l'information. Est-ce que vous pourriez éventuellement, tous les deux, donc, donner un peu la différence entre différence de gestion ou différence de gouvernance entre une société sous capital avec capital investissement et une société cotée en bourse? Est-ce que les contraintes sont les mêmes ou est-ce que certaines sont plus contraignantes que d'autres? Moi, je peux donner un avis théorique encore. Je suis désolée, je suis l'académicienne. Avant la pratique, la théorie. Avant la pratique, voilà, exactement. Voilà. Ce qui change entre être détenu, avoir une société de capital investissement dans le capital ou être coté en bourse, c'est la nature de l'actionnariat. Une société qui est cotée en bourse va avoir un très grand nombre d'actionnaires divers et variés, du petit porteur qui n'est pas compétent, qui a juste acheté une action pour faire de la plus-value, au fonds d'investissement qui a choisi cette action-là en particulier. Donc l'actionnariat est très hétérogène et les autorités de contrôle des marchés financiers vont tout faire pour faire en sorte que le petit porteur ne subisse pas de risques, pour protéger les intérêts du petit porteur. Quand une entreprise a une société de capital investissement dans son capital, elle a affaire avec des experts, des financiers, des gens expérimentés, avec des formations très sophistiquées, comme toi, Jean-Marc. Et donc, le vis-à-vis actionnaire n'est pas du tout le même. Et l'implication dans la gestion de l'entreprise n'est pas la même. Les petits porteurs, en général, ne vont pas venir même aux assemblées générales d'actionnaires. Alors que la société de capital investissement, elle est totalement impliquée et c'est elle qui un peu guide l'entrepreneur. Et donc, évidemment, dans la création de valeur, ça ne donne pas du tout la même chose. Quand on a une société de capital investissement dans son entreprise, on a une valeur qui est maximisée beaucoup plus, de manière plus importante. D'ailleurs, en général, les rentabilités des entreprises qui sont non cotées en bourse, mais qui ont une société de capital investissement dans le capital, sont beaucoup plus rentables que les sociétés à peu près équivalentes, mais qui sont cotées en bourse. C'est bien ça, c'est vrai. Jean-Marc? Non, je pense que c'est vraiment ça. Je suis tellement d'accord avec Myriam sur... et là, c'est plus l'approche juste académique, c'est l'approche vraiment pratique. C'est que le capital investissement est tellement proche de l'entreprise qu'on ne peut pas faire mieux. Moi, je regarde, aujourd'hui, on a 5 boîtes en portefeuille. Bon, j'espère 7 d'ici 2-3 mois. Je regarde le niveau de gouvernance de chacune des boîtes qu'on a en portefeuille aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de boîtes cotées sur la BRVM qui soient à ce niveau-là.
Je regarde de temps en temps les publications de la BRVM, les boîtes cotées, tous les trimestres, ce qu'elles publient, comment elles communiquent, etc. Toutes les boîtes de notre portefeuille sont au-dessus de ça. Bravo. Et non, c'est le métier, c'est notre métier qui veut ça, parce que la proximité, c'est un mariage. On en parlait tout à l'heure, la proximité est beaucoup plus forte. On est des gens spécialisés dans ce métier-là. On ne vient pas pour juste voir si la boîte distribue du dividende ou pas, on vient pour savoir s'il y a justement de la valeur économique, financière qui est créée. Ce n'est pas que le dividende. Est-ce que mon excédent brut d'exploitation augmente? Est-ce qu'il a atteint ce que j'ai prévu à mon budget? S'il est en dessous, pourquoi? Quelles sont les mesures qu'on va prendre pour l'année d'après? Est-ce qu'il faut qu'on recrute des commerciaux en plus? Est-ce qu'il faut qu'on fasse ci et ça? Les boîtes qui sont cotées en bourse sont beaucoup plus... elles ont un peu plus de mal là-dessus. J'ai eu dans une ancienne carrière 4-5 ans dans l'asset management, donc des sociétés cotées en bourse en Europe. Lorsque vous êtes un gros asset manager, eh bien, ces sociétés-là, tous les trimestres, vont venir vous voir pour vous dire quels sont les résultats. Mais si vous êtes un petit asset manager, ils ne viendront pas vous voir. Donc la seule réaction que vous pouvez avoir, c'est de réduire votre exposition à ce titre parce que vous n'êtes pas content, ou d'augmenter votre exposition au titre parce que vous pensez que demain sera mieux. Vous voyez. Alors qu'en capital investissement, vous êtes quelque part collé sur une période relativement réduite ou longue, ça dépend. 4, 5, 6 ans, c'est long pour certains, c'est court pour d'autres. Vous êtes collé, donc vous devez faire en sorte que ça marche. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais rajouter au point de Myriam. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai effectivement eu certaines statistiques qui montraient que les sociétés dans lesquelles il y avait une société de capital investissement au board étaient beaucoup plus performantes que les sociétés cotées en bourse. Tu viens de donner l'explication. Ceci dit, il y a un petit bémol. Ça, c'est de façon générale. En moyenne, bien sûr. Voilà. Alors, dans notre environnement, c'est pas ce qu'on a remarqué. Parce qu'il s'est fait qu'il y a eu, dans notre environnement, au fil des années, ça vaut toute une conférence, hein, Jean-André, pour la prochaine fois, c'est qu'il y a eu beaucoup de relations entre le capital investissement et des entreprises de notre région, dans l'UEMOA, qui n'ont pas marché. Elles n'ont pas marché parce que les règles qui ont été émises, ce qui a été dit, n'a pas été suivi par une partie. Et généralement, c'était l'entrepreneur. Mon associé n'est pas là aujourd'hui, mais avant que je me mette avec lui, il avait accompagné une entreprise ici où, j'espère que le gars n'est pas là, sinon il va me taper dessus, mais quand on a mis l'argent dans sa boîte, il a construit sa maison à signer avec. Ouais. J'espère qu'il n'est pas là. Non, si vous voyez quelqu'un qui arrive, dites-moi pour que je prenne la tangente. Alors, quand quelqu'un ne suit pas les règles, vous êtes foutu. Parce que nous, capital investisseurs, nous n'allons pas en justice pour porter plainte. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est capable d'avoir ce type d'agissement, vous n'allez pas gagner. Hein. Vous n'allez pas gagner en justice contre lui. Parce que ça aussi, ça pose la question, bien sûr, et c'est un autre thème, ça pose la question de la qualité de l'appareil judiciaire. Parce que ça protège aussi l'investissement. C'est extrêmement important. D'accord. Mais pour terminer sur une note positive, hein, et pour ne pas rester sur le fâcheux épisode de la villa construite sur vos fonds, et sans vous inviter, vous allez peut-être, surtout toi Jean-Marc, peut-être donner un exemple ou des exemples concrets de partenariats qui se sont bien terminés avec une bonne sortie via éventuellement la BRVM ou via une sortie beaucoup plus simple. Via la BRVM, c'est mon rêve. D'accord. C'est mon rêve parce que Félix Amenouvé le sait, il n'y a pas d'endroit au monde où le capital investissement a marché sans que la bourse ne soit florissante. Tant que la BRVM ne va pas exploser, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de titres qui sont cotés, il y a de plus en plus de liquidité et il y a de plus en plus de transparence, eh bien le private equity n'a pas d'avenir. J'ai regardé ce sujet-là sur tous les continents qui existent sur Terre et je n'ai pas vu un seul endroit au monde
où le capital investissement a marché sans que les marchés de capitaux ne soient solides. Le londonien pourra nous confirmer cela. Alors, je vais parler de mon portefeuille actuel. Tout à fait. On a 5 boîtes. Tout en respectant éventuellement les clauses de... Oui, bien sûr. On a 5 boîtes en portefeuille qui généralement gagnent leurs sous en zone CFA. Le CFA est une valeur refuge. Bon, je ne rentre pas dans le débat du CFA, c'est un autre thème encore. Mais la réalité, c'est que la plupart des anglophones, il y a probablement quelques fonds anglophones qui ont des représentants ici. Ils viennent ici aujourd'hui, ils recrutent à tour de bras, ils veulent exister parce qu'ils se rendent compte que leur monnaie dans leur pays dévisse minimum de 15-20% chaque année. Et donc les boîtes ont beau performer, eh bien, ça ne marche pas. Je connais des gérants dont j'étais administrateur avant au Nigeria qui sont en train de fermer. C'est des réalités. Hein. Et du coup, c'est pour ça que je dis toujours, on ne s'en rend pas compte, le CFA, c'est une monnaie refuge. Nous, les performances qu'on a, puisqu'on a un fonds euro, se retrouvent au niveau du fonds, parce qu'on a un PEG qui est fixe. Alors, on a une boîte qui s'appelle MCT Carrier, la première boîte de notre portefeuille. C'est le leader en Côte d'Ivoire sur la climatisation. Ils font la clim d'immeubles comme ça, le Place, etc. Ils le font pour l'industriel, ils le font pour des hôtels, etc. etc. C'est une boîte dans laquelle on est rentré, et ce n'est pas un gros secret, hein, je peux le dire. Peut-être que le dirigeant va me taper dessus, mais il n'y a pas le directeur des impôts, hein, il est parti. il est parti. Mais il doit avoir des espions dans la salle, peut-être. Voilà, cette boîte faisait 8 millions d'euros quand on est rentré dedans en 2021 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait 30 sur l'espace de 3 ans. Il s'est passé plusieurs choses. La vague nous transporte, bien sûr, nous porte, parce qu'il y a beaucoup d'infra en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de développements divers et variés, et donc on a fait de la clim pour des hôpitaux, on a refait la clim et l'électricité du stade des Bimpé, etc., etc. Mais surtout, quand on est arrivé, on a mis en place un plan de match. Voilà ce qu'on va faire sur 5 ans. Voilà le type de personnes qu'on va recruter. Et la première des choses à faire, c'est qu'il faut que tu recrutes un directeur des opérations parce que tu ne peux plus l'être. Tu ne peux plus l'être. Parce que si tu l'es, tu deviens justement le goulot d'étranglement. On a fait ça, on est allé chercher quelqu'un qui travaille chez Vinci, ici en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il avait travaillé chez MCT avant. On l'a ramené. Il a commencé à diriger les opérations. Ça a libéré le temps du dirigeant qui a mieux réfléchi à la stratégie de sa boîte, qui a mieux discuté avec les banques et qui d'ailleurs a décidé de transférer tout ce qui est interaction avec les banques, levée de dettes, etc. à un directeur financier. On a ramené un autre directeur financier, renforcé les équipes, recruté des jeunes. Les jeunes, c'est le plus difficile aujourd'hui. Dans notre région, ce qui est le plus difficile, et c'est ça qui va bloquer notre croissance, c'est d'avoir des jeunes et des jeunes compétents. Il faut qu'on les éduque mieux pour pouvoir y aller. Donc voilà un exemple. On a quelques autres exemples. On est dans Inco Éducation qui est dans 10 pays, 14 réceptifs. On a 6 000 jeunes étudiants. C'est quelque chose auquel on tient. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation. L'éducation va contribuer forcément à contribuer au développement de notre continent. Sur cette boîte, on croit aussi peu ou prou 15-17% par an. On a Novago, VRS, qui fait de la location de voitures longue durée, sur des périodes de 3 ans. C'est une entreprise aussi qui rentre dans un secteur qui nous a paru intéressant. C'est la période où les chefs d'entreprise, les directeurs financiers de grosses boîtes se rendent bien compte qu'il faut qu'ils allègent leur bilan. On ne peut pas acheter tout son matériel roulant. C'est bien d'aller faire du leasing parce que ça libère, on paie des loyers, c'est défalqué des impôts. Eh bien, aujourd'hui, on est à quoi? 900 voitures. Et on pense qu'à l'horizon 3 ans, on aura 2000 voitures sur le Ghana, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, peut-être sur le Bénin, Togo, aussi à offrir à des entreprises de la zone. On a une boîte dans la distribution, pareil, qui est en pleine croissance. On a une boîte qui fait du service à la mine. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on a un secteur minier extrêmement fort dans cette région, auquel la plupart des entreprises de la région ne participent pas assez. C'est un peu la thèse très forte croissance.
Quand vous voyez le Mali aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis que le Mali est sorti de la zone, c'est ça que le Mali est fâché, les Maliens sont très riches. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais c'est parce que leur paillage s'est fortement développé. C'est aussi simple que ça. Donc juste pour dire qu'il y a beaucoup d'or dans la région, il y a beaucoup de travail qui se fait en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a 7 mines d'or aujourd'hui. On s'est dit avec cette boîte qui est sénégalaise, à la base, il faut qu'on rentre dans ce secteur-là aussi et qu'on puisse aider les miniers à faire leur part de boulot. Pour l'instant, on croise les doigts, toutes ces boîtes-là, ce sont des succès. Et le vrai succès, c'est lorsque le divorce est prononcé. Le vrai succès, c'est lorsqu'on pourra sortir. Et comme je disais tout à l'heure, notre rêve, c'est de pouvoir sortir 1 ou 2 boîtes de notre portefeuille sur le marché boursier parce qu'on aura eu un cycle plutôt sympa. Mais sinon, les autres types de sorties qu'on a, c'est de revendre à des fonds de capital investissement qui sont plus gros que nous. C'est normal. Beaucoup cherchent dans cette région. Il n'y a pas beaucoup d'actifs qui sont bancables, qui soient solides, où les entrepreneurs sont prêts à collaborer avec des fonds d'investissement. Et il y a quelques autres types de sorties qui sont possibles aussi. Merci beaucoup Jean-Marc pour ce brillant exposé. Alors pour terminer, et sans vouloir, on va dire, anticiper sur les recommandations finales du panel, ma question serait, selon vous, quelles pourraient être éventuellement vos recommandations pour éventuellement favoriser, développer ce type de financement dans la zone? Donc il s'agit d'avoir les tendances et éventuellement les recommandations pour que ce type de financement soit plus connu et qui ait plus l'adhésion des dirigeants, des PME et des grandes entreprises. Et des étudiants, parce que nous constatons que, effectivement, comme vous l'avez dit, le capital humain est très important. Et pour que les étudiants soient intéressés par cette discipline, il faut qu'ils soient éventuellement, on va dire, éventuellement associés donc, à ce qui se fait sur la place. Voilà, Madame le professeur. Peut-être la clé de la réussite, c'est plus ça que je verrai. Je ne suis pas très spécialiste de la région, mais la clé de la réussite en général de ce partenariat, ça va être la transparence de l'information entre, évidemment, d'un côté, les dirigeants et de l'autre côté, la société de capital investissement. Cette transparence, elle est absolument primordiale parce que justement, comme on parle de valeur, dès qu'il y a de l'asymétrie d'information, il y a une baisse de valeur. Et la transparence, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus délicat dans ce partenariat-là, la transparence, parce que le dirigeant, dès le départ, il cherche un financement. Et donc, il va pitcher son affaire devant des sociétés de capital investissement pour les convaincre de s'introduire dans le capital avec lui. Et en pitchant son affaire, évidemment, il va la vendre le mieux possible. Donc, il va présenter les points positifs, il va élaborer les meilleurs scénarios, les scénarios les plus optimistes, etc. Il va montrer ce qu'il y a de mieux. Évidemment, il y a la due diligence après qui va réduire cette asymétrie d'information puisque la société va étudier en profondeur toute la situation de l'entreprise. Mais la relation de départ, c'est-à-dire le fait que l'entrepreneur se mette en relation de montrer uniquement les points positifs, le pli est déjà pris. Et c'est un très mauvais pli. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'il est rentré dans le capital, le capital investisseur n'est plus un adversaire, mais ça devient un partenaire. Et ça devient, puisque tu parlais d'étudiants, ça devient comme un directeur de thèse, c'est-à-dire qu'il va laisser l'entreprise travailler et assez régulièrement dire il faut plus aller là, non ça serait une erreur, insister plutôt par là, il faut mettre cette personne ici, donc donner quelques directives pour améliorer la situation. Et s'il y a des difficultés, il faut les dire très vite parce que probablement que la solution existe et très probablement aussi que justement toutes les expertises qui sont dans le capital investissement vont donner une solution ou en tout cas on va réfléchir ensemble à donner une solution. Parce que les solutions, une fois
problème, une fois qu'il s'installe, c'est un peu comme en médecine, en fait. Plus on détecte la maladie tôt, plus on la soigne et on a de la chance de s'en sortir. Et ce qu'on voit, et ce que tu disais tout à l'heure sur ton anecdote, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire que l'entrepreneur reste avec cette idée que le capital investisseur est un partenaire comme une banque, alors qu'il ne l'est pas en réalité. Donc je pense que la clé de la réussite, elle serait là, c'est-à-dire éduquer les entrepreneurs à se dire, une société de capital investissement, ça va être un coach. Ce n'est pas un adversaire. Merci Jean-Marc. Oh, c'est tellement bien dit et ça me donne tout un tas d'idées, ce que Myriam vient de dire. J'ai plein de sujets là, il faudra que je suis inspiré. Il faudra que je choisisse un régiment. En fait hein, quand vous regardez nos différents environnements et ce qui marche pas, je prends l'Afrique. L'Afrique fait 3 trillions de dollars de PIB. C'est la même chose que l'Inde. Peu ou prou. Le capital investissement africain 2023 je sais pas, a fait peut-être 4 milliards d'investissements en dollars. C'est très peu. C'est le volume d'actifs sous gestion de Helios Investment Partners à Londres, qui sont une équipe qui investit sur l'Afrique. C'est très peu d'argent. Vous regardez 2022, c'était 7 milliards de dollars, un peu plus. Quand vous regardez l'Inde, pour la même taille, le même PIB, l'Inde fait probablement 8 à 10 fois plus. Ça veut dire quoi? Pour moi, nous, financiers, sommes le problème dans toute la chaîne de valeur. Parce que quand on a un PIB, surtout en Afrique, il est très mal mesuré, donc je pense qu'il est beaucoup plus gros que ce qu'on dit. Quand on a un PIB et on a un volume qui est investi, et ce volume est très petit par rapport à un benchmark, l'Inde par exemple, ce qui ne va pas, c'est le câblage. C'est ce qui est entre les deux. Et le câblage, c'est nous. Parce que quand je dis nous, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de financiers dans la salle que d'entrepreneurs. C'est pour ça que je le dis. C'est les financiers, ce n'est pas les entrepreneurs. C'est nous qui n'avons pas un discours qui tient la route avec ces gens-là. Je parlais de la région. 3 fonds de private equity au début des années 2000. Aujourd'hui, 25. Quand vous voyez les volumes effectivement investis, sur les 4 dernières années à Abidjan, des deals purement ivoiriens, 9, 10. Et qui fait le plus d'activités? C'est normal, IEP. Pourquoi? Parce qu'ils ont des tickets, ils ont une célérité dans l'approche et ils ont peut-être un appétit du risque qu'un fonds de pays plus gros qui cherche à faire de la rentabilité ne prendrait pas. Voilà. Ça pose un problème, c'est qu'on a un environnement ONG. C'est ce que ça veut dire. Pour que ça marche, il faut plus des gros fonds. Mais il faut que ces gros fonds arrivent à convaincre les entreprises de la zone de faire des choses. Et c'est parce que ces choses-là vont se passeront bien, il y aura moins d'asymétrie d'information entre l'entrepreneur et le fonds d'investissement, que ça rejaillira sur les plus petits comme nous, où on fera aussi notre qualité de boulot. C'est un des sujets importants. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas hyper persuadé que cette classe d'actifs soit en train de se développer, en tout cas au rythme où elle devrait aller dans la région. Il devrait y avoir beaucoup plus de fonds de capital investissement et peut-être que effectivement certains acteurs qui ont 30, 35, 40 ans aujourd'hui devraient penser à lever leurs propres fonds. Moi, j'y crois. Vous serez choqués d'apprendre qu'une structure comme celle qu'on a montée, Viceo et moi, c'est la première structure indépendante. C'est important aussi dans notre métier, parce qu'on ne vous impose pas comment vous investissez. C'est la première structure indépendante dans notre région qui couvre lui et moi. Dont voilà. Il y a d'autres structures indépendantes qui viennent du Ghana, du Nigeria, etc., qui sont panafricaines. J'ai vu quelqu'un d'Adenia tout à l'heure. Je crois qu'il y a Joliba qui s'est créé entre-temps. C'est très bien, mais on n'est pas assez nombreux. Ça, c'est un gros problème dans notre zone. Plus on est nombreux, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qui fait que les entrepreneurs sont un peu plus libérés eux-mêmes et comprennent mieux le jeu dans lequel on est. Je vais vous dire, fondamentalement, je crois qu'il n'y a personne qui ne veuille se développer. Le problème que les gens ont, c'est qu'ils n'ont pas forcément les bons consultants en face d'eux
ils n'ont pas forcément le bon conseil et du coup ils prennent des décisions qui ne sont pas forcément les pour eux. Ça c'est la première idée. Si tu me permets, je prends la deuxième, mais sinon si tu ne me permets pas, donc, très rapidement, il faudra penser également aux autres panélistes, je sais pas. Pour que ça aille bien, il faut aussi que au début de la chaîne de valeur, pour nous, les choses se fassent comme elles doivent se faire. Pareil, faites un benchmark mondial. Le capital investissement partout dans le monde a été développé par les fonds de pension, par les sociétés d'assurance. OK ? Dans le fonds que je gère, j'ai 0 fonds de pension, j'ai 0 société d'assurance. J'ai essentiellement des structures internationales de développement. J'ai rien contre elles. Moi, j'ai bossé 6 ans pour l'une d'entre elles. Je couvrais l'Afrique pour eux. J'ai rien contre elles, mais il est normal de leur part de venir avec leur agenda. Donc, il faut créer, de mon point de vue aussi, un écosystème local où nous arrivons à discuter de façon beaucoup plus franche avec nos caisses de sécurité sociale, nos sociétés d'assurance, la CIMA, qui est le régulateur des assureurs, etc., pour qu'ils se disent tout simplement, tiens, si nous diversifions notre portefeuille d'investissement, que nous n'investissons pas juste dans des papiers d'État, peut-être qu'il y a du positif. L'État, quel que soit le pays au monde, c'est le pire investisseur, c'est connu. Vrai ou faux? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense... On vous laisse la responsabilité de cette affirmation. L'État, je le répète, dans tout environnement au monde, est le pire investisseur. C'est connu. Mais nous sommes persuadés que l'État, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il est fort, est le meilleur investisseur. Des États font faillite. Nous sommes une des seules régions au monde où nous pensons qu'un État ne peut pas faire faillite. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu... voilà. C'est pour ça que je provoque, hein, parce que je me dis qu'il y aura des relais... Non, mais c'est tout à fait compréhensible. Et donc, le but du jeu ici, c'est de dire, le second point, c'est juste de dire qu'un capitalisme local part de sous locaux. Et les sous, il y en a. Et à partir du moment où on arrive à créer ce lien-là, où ces sous qui sont récupérés par des caisses ou des fonds de pension et qui sont investis dans le futur, qu'est-ce que ça crée? Nous sommes des champions de la création d'emplois. Et de la création d'emplois bien rémunérés, parce que forcément dans nos portefeuilles, les rémunérations sont supérieures à ce qui se passe dans un pays, et les emplois sont déclarés. Donc forcément, qu'est-ce que ça fait? C'est un effet bénéfique induit pour une caisse de sécurité sociale. Elle le voit tout de suite. C'est un effet bénéfique induit pour une boîte d'assurance, parce que il y aura plus de polices d'assurance aussi qui seront... et ça, le vrai effet bénéfique induit, nos rentabilités sont supérieures aux 5-6% que l'État peut proposer. Merci beaucoup Jean-Marc. Le sujet est très passionnant, nous comprenons. Et on remercie également Myriam. Et c'est sur cette note d'espoir et sur ces perspectives que nous allons clore ce panel. Et merci également à l'organisateur de ce panel, Jean-André, qui a eu la gentillesse de nous y convier. Et en espérant que cette première édition donnera lieu à une seconde, une troisième, et que dans 10 ans encore, si Dieu le veut, nous soyons là pour voir ce que nous avons pu planter dans le décor du paysage du private equity en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et même en Afrique. Je vous remercie et à très bientôt. I think we can do better, please. Can we clap for that rich conversation? Thank you so much for that rich intervention. And as usual, I made my notes. So they were talking about corporate governance. And if I have to take some few points that I got from there, I think I heard corporate governance is having the right people in the right places. Did someone get that? Please, if you got that, put your hand up, let me see.
Oh, yeah. So many people got that just like the way I did. It's actually a process of having systems, practices, and processes in place to ensure that we can actually achieve fantastic results, right? So please, let's put our hands together once more for Dr. Miriam. Put our hands once more together for Mr. Jean-Marc. And thank you so much, Mr. Malik, for moderating that panel. So please, our next panel discussion is going to be focused on local African savings and investment funds. Local African savings and investment funds. And on that panel, we're going to be calling up Mr. Yusuf Traore, who is the Director General for African Investment Funds. Thank you so much. If you're in the hall, please just kindly step up. Thank you. We're also going to be calling Madame CV Baker, who is the Director General for Baker Consulting. Thank you so much, Madam, for being here today with us. And this panel discussion is going to be moderated by no other person than Mr. Serge. Thank you so much, sir, for being here today with us. So remember, this panel discussion is focused on local African savings and investment funds, the New Deal.